Le souffle du matin athénien, encore frais de la nuit et teinté de l'humidité de la mer Égée, caressait les flancs rocailleux de l'acropole, faisant vibrer les feuilles d'olivier d'un frisson argenté avant de descendre vers l'Édème périphérique. À Alopès, un quartier modeste mais imprégné de l'âme laborieuse de la cité, la lumière nouvelle peinait à percer les ruelles étroites, s'attardant sur les murs blanchis à la chaux et les toits de tuiles rouges. Les premières odeurs de pain frais se mêlaient à celles, plus âpres, du cuir tanné et de la poussière soulevée par les pas des premiers lève-tôt. C'était l'aube d'un jour comme tant d'autres, et pourtant, dans une humble demeure, un événement silencieux et capital venait de se produire, il y a de cela 70 années avant la fin de ce 5e siècle avant notre ère. Sophronisque, le sculpteur, un homme aux mains calleuses et au regard pensif, nettoyait ses outils avec une lenteur rituelle. L'odeur fine de la pierre fraîchement taillée imprégnait l'air de son atelier attenant à la maison. Sa femme, Phénarète, la sage-femme dont les mains avaient guidé tant de vie vers la lumière, venait de mettre au monde leur premier fils. Le petit être, blotti dans les bras de sa mère, poussait de faibles vagissements, un son ténu qui portait en lui la promesse d'une destinée singulière. Sophronisque observa l'enfant, puis sa femme, une fatigue sereine sur son visage. Il y avait dans cette naissance une étrange résonance avec son propre métier. Lui, il tirait des formes de la pierre brute, donnant vie à des dieux et des héros. Phénarète, elle, aidait la vie à s'extraire du corps, révélant l'humanité dans sa forme la plus pure. Leur métier, l'un façonnant la matière, l'autre accouchant l'esprit potentiel, se rejoignaient dans un même acte de révélation. Les premières années de Socrate furent celles d'un enfant athénien ordinaire, du moins en apparence. Il grandit au milieu des bruits et des fureurs d'une cité en pleine effervescence. L'agora, cœur battant de la démocratie naissante, n'était qu'à quelques pas, et ses échos parvenaient jusqu'à Alopès, portés par le vent, des bribes de discours enflammés, les cris des marchands, le cliquetis des armes des jeunes hommes s'entraînant au gymnase. Socrate apprit la musique, le lyrisme des poètes, les bases de l'arithmétique et de la lecture. Il passait des heures au gymnase, développant son corps avec la discipline exigée de tout citoyen libre. Mais au-delà de ces apprentissages conventionnels, une autre forme d'éducation se déroulait en lui, silencieuse et profonde. Son regard d'enfant, déjà d'une acuité troublante, s'attardait sur les détails que les autres ignoraient. Il observait son père à l'œuvre, le marteau et le ciseau dansant sur le marbre de Paros. Il voyait la poussière blanche s'envoler, les muscles se tendre, et la forme surgir peu à peu de la masse inerte. Il comprenait la technique, la patience, l'habileté. Mais il ne ressentait pas la même flamme. Il y avait quelque chose de trop définitif dans la pierre sculptée, une beauté figée qui ne répondait pas à ses questions les plus pressantes. Il se demandait non pas comment faire naître une statue, mais pourquoi les hommes cherchaient à donner forme à leurs dieux, à leurs idéaux. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces formes parfaites ? Quelle était la nature de la beauté elle-même, de la justice, de la vertu que ces statues étaient censées incarner ? L'ère d'Athènes, en ces temps glorieux, était imprégnée d'un sentiment d'opportunité inouïe. Les temples s'élevaient, les flottes sillonnaient les mers, les esprits s'éveillaient. Chaque jour apportait son lot de nouvelles idées, de débats passionnants sur la nature de la loi, de la cité, du divin. Mais Socrate, même enfant, sentait les limites des savoirs conventionnels, les certitudes faciles qui s'effondraient sous le poids de la moindre interrogation un peu plus poussée. Il y avait en lui une curiosité insatiable, une faim de comprendre non pas les choses en surface, mais leur essence la plus profonde. Il se sentait athénien, profondément enraciné dans cette terre et cette culture, mais son esprit vagabondait déjà bien au-delà des murs de la cité, explorant les confins de la pensée humaine. Il cherchait un sens qui ne soit pas simplement hérité, mais découvert, éprouvé, vécu. Les années passèrent, emportant avec elles l'innocence de l'enfance et l'insouciance. Socrate, jeune homme, continuait de se forger, non seulement dans les gymnases où il développait une endurance physique remarquable, mais surtout dans le tumulte intellectuel d'Athènes. Vers le milieu du siècle, la cité était un creuset d'idées nouvelles, un carrefour où se rencontraient les esprits les plus brillants du monde hellénique. Les philosophes présocratiques, ces penseurs audacieux qui avaient osé interroger la nature du cosmos, commençaient à fasciner Socrate. Il écoutait avec une attention fiévreuse les récits et les fragments de textes qui circulaient sur leurs théories. Parmi eux, Anaxagore de Clazomène exerçait une attraction particulière. Ses idées sur le nous, l'intellect ordonnateur, comme principe organisateur de l'univers, résonnaient en Socrate comme une révélation. L'idée qu'une intelligence, et non le simple hasard ou la matière brute, fût à l'origine de l'ordre du monde, apportait une lueur d'espoir dans le chaos apparent des phénomènes naturels. Le jeune Socrate se sentait enfin sur la piste d'une vérité fondamentale, d'une rationalité divine qui sous-tendrait toute chose. Il imaginait un nous bienveillant, agissant toujours pour le mieux, structurant l'univers selon un plan parfait. Il dévorait les écrits d'Anaxagore, cherchant à percer les mystères de la mécanique céleste, de la composition de la matière, des lois invisibles qui régissaient la vie elle-même. Pourtant, à mesure qu'il approfondissait sa lecture et ses réflexions, une déception grandissante s'insinuait en lui, goutte après goutte, comme une eau froide qui éteint une flamme. Anaxagore, malgré son concept lumineux du nous,
se révélait finalement un matérialiste. Ses explications des phénomènes naturels faisaient appel à des causes purement mécaniques, à des agencements de matière, sans jamais véritablement expliquer pourquoi le nous agissait de telle ou telle manière, quel était le but de cette intelligence. Le nous était un moteur, certes, mais un moteur sans intention morale, sans souci du bien ou du juste. Socrate cherchait une finalité, une raison d'être supérieur, un principe éthique qui guiderait l'univers. Or, Anaxagore ne lui offrait qu'une description ingénieuse de la manière dont les choses fonctionnaient, et non du sens de leur existence. Ce fut une amère désillusion. Le cosmos, aussi ordonné fut-il, restait silencieux quant aux questions qui le rongeaient. Comment vivre ? Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que la justice pour l'homme ? Au même moment, les tambours de la guerre commençaient à battre plus fort. La tension montait entre Athènes et Sparte, les deux géants de la Grèce, annonçant l'imminence d'un conflit qui allait déchirer le monde hellénique pendant près de 30 ans. Athènes, sous la direction de Périclès, était à son apogée, mais cette splendeur portait en elle les germes de sa propre destruction. Les idéaux de démocratie et de liberté s'entrechoquaient avec les dures réalités de la politique de puissance. Socrate, en tant que citoyen athénien, fut appelé à prendre les armes. Il se mua en hoplite, le fantassin lourdement armé, bouclier rond, lance et épée. L'odeur du cuir neuf, le poids du bouclier en bois et en bronze, la sensation du casque sur sa tête, tout cela était une nouvelle réalité, brutale et concrète, bien loin des spéculations abstraites. Il participa à plusieurs campagnes, notamment à Potidée, à Délion et à Amphipolis. La guerre du Péloponnèse, loin d'être une simple épreuve physique, devint pour lui un laboratoire de l'âme humaine. À Potidée, une colonie athénienne assiégée, Socrate se distingua par son endurance et son sang-froid. Les jours s'étiraient sous un soleil implacable, la poussière s'accrochait aux vêtements, la soif mordait la gorge. Autour de lui, les hommes succombaient à la fatigue, à la peur, aux blessures. Mais Socrate restait inébranlable. Il marchait pieds nus même dans le froid glacial, supportant les privations avec une stoïcité qui laissait ses camarades admiratifs et perplexes. Son corps, entraîné au gymnase, se révélait un instrument de volonté. Mais c'était son esprit qui était le plus affûté. Au milieu du chaos des batailles, il observait. Il voyait la bravoure et la lâcheté, la camaraderie et la trahison, la vie qui s'accrochait désespérément et la mort qui frappait sans distinction. Un jour, lors d'une embuscade soudaine près de Délion, la ligne athénienne fut brisée. La panique se répandit comme un incendie. Les hommes jetaient leurs boucliers, le déshonneur suprême, et fuyaient éperdument. Socrate, lui, ne bougea pas. Il se tenait ferme, son bouclier levé, sa lance pointée, couvrant la retraite de ses camarades. Son regard était calme, son visage impassible. Alcibiade, jeune et impétueux, alors à ses côtés, fut témoin de cette scène. Il racontera plus tard comment Socrate, même en pleine déroute, marchait avec la même dignité et la même détermination que dans les rues d'Athènes, défiant la mort de son simple maintien. Un tel courage physique, une telle endurance mentale face à la mort, ne pouvait venir que d'une force intérieure extraordinaire. Ces expériences le confrontèrent à la fragilité de l'existence humaine. La mort, si souvent évoquée dans les mythes et les poèmes, devenait une réalité palpable, une odeur de sang et de fer, le son rauque d'un dernier râle. Il vit des hommes, pleins de vie un instant auparavant, s'effondrer comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Cette proximité constante avec la fin renforça sa conviction que la vie, si éphémère, devait être vécue avec un sens profond, une vertu inébranlable. Les spéculations sur la nature du cosmos lui parurent soudain vaines face à l'urgence de comprendre la nature de l'âme humaine, de la morale, du bien et du mal. La guerre n'avait pas seulement forgé son corps, elle avait taillé son esprit, le détournant des étoiles pour le ramener vers le cœur même de l'homme. Il comprit que le véritable champ de bataille n'était pas celui où l'on croisait le fer, mais celui qui se déroulait à l'intérieur de chaque individu, dans la quête de la sagesse et de la vertu. Le retour d'une campagne militaire, pour Socrate, n'était jamais un simple retour au foyer. C'était une transition, un passage d'un monde de brutalité et de survie à un monde de questions et de réflexion. La poussière des champs de bataille s'était déposée, mais une autre poussière, celle des certitudes ébranlées, s'était installée dans son esprit. Les années de service en tant qu'hoplite avaient été un creuset, le purifiant de toute velléité d'une vie conventionnelle, le forçant à regarder en face la nature de l'homme, sa peur, son courage, sa quête de sens. Il était alors dans sa quarantaine avancée, un homme aux traits déjà burinés, au nez retroussé et aux lèvres épaisses, une silhouette trapue mais une présence d'une force singulière. Les murmures de la cité, les bruits de l'agora, les discussions enflammées des intellectuels ne le trouvaient plus captivé par les mêmes sujets. Il avait définitivement abandonné son ancienne voie, cette quête de la connaissance du monde extérieur qui l'avait autrefois fasciné. Le travail de sculpteur, qu'il avait pratiqué sans passion auprès de son père, était désormais une ombre lointaine. Il ne taillerait plus la pierre, ne chercherait plus à donner forme à des objets, fussent-ils divins. Sa mission, il le sentait au plus profond de son être, était ailleurs, elle résidait dans l'âme humaine. Ce fut une décision silencieuse, prise non pas dans le tumulte d'une révélation éclatante,
mais dans la quiétude d'une conviction mûriée. Il ne l'annonça pas avec grand fracas, car il n'était pas homme à de telles démonstrations. Simplement, il cessa de fréquenter l'atelier de son père avec la même régularité, ses mains ne cherchèrent plus le ciseau et le marteau avec l'empressement d'autrefois. Son regard, autrefois tourné vers les cieux et les spéculations cosmiques, puis vers les horreurs de la guerre, se posait désormais avec une intensité nouvelle sur le visage de ses concitoyens. Les rues d'Athènes, autrefois simple chemin entre des points d'intérêt, devinrent son nouveau champ d'action, son laboratoire. L'agora, où les marchands vantaient leurs marchandises, les politiciens leurs promesses, et les sophistes leurs arguments, devint son amphithéâtre. Il ne cherchait plus la sagesse dans les livres des Anaxagores, mais dans le cœur et l'esprit des hommes. Son arme ne serait plus la lance de l'hoplite, mais la question. Sa méthode, simple en apparence, était d'une efficacité redoutable. Interroger, examiner, déconstruire les certitudes, non pas pour détruire, mais pour construire sur des fondations plus solides. Il commençait par des sujets en apparence anodins. Il abordait un artisan sur la place du marché, l'interrogeant sur la nature de son art. « Dis-moi, cordonnier, qu'est-ce que l'excellence dans ton métier ? Qu'est-ce qui fait un bon cordonnier ?» La conversation, innocente au début, glissait bientôt vers des questions plus profondes. « Et qu'est-ce qui fait un bon homme ? Un homme juste ? » Les visages de ses interlocuteurs passaient de la confiance à la perplexité, puis à l'irritation, et parfois à une lueur de compréhension. Il les poussait dans leur retranchement, révélant les contradictions de leurs propres pensées, la fragilité de leurs opinions non examinées. Il ne prétendait pas savoir. Au contraire, sa seule sagesse, disait-il, était de savoir qu'il ne savait rien. Cette humilité radicale était le point de départ de sa méthode. Il n'enseignait pas, il aidait à accoucher les esprits, comme sa mère Phénaret aidait les femmes à accoucher des corps. Il était une sage-femme des âmes, une maïeutique. Les premières graines de sa future influence étaient semées dans ses rencontres quotidiennes. Quelques jeunes hommes, curieux et avides de savoir, commençaient à le suivre, fascinés par sa manière de penser, par son courage intellectuel. Ils étaient attirés par cette figure singulière, ce citoyen qui ne cherchait ni la richesse, ni le pouvoir, ni la gloire, mais seulement la vérité. Ils riaient de son apparence, de sa démarche chaloupée, de son manque de sophistication, mais ils étaient captivés par la profondeur de son esprit. Platon, un jeune homme issu d'une famille noble, le croisait parfois, observant de loin ce curieux personnage qui interpellait les passants. Xénophon, un futur historien, écoutait avec attention ses propos. L'air de l'agora charriait les odeurs de poissons grillés, d'épices venues d'Orient, de sueur et de poussière. Les rires des enfants se mêlaient aux aboiements des chiens et au brouhaha incessant des discussions. Au milieu de ce tableau vivant, Socrate se tenait, non pas comme un orateur perché sur une estrade, mais comme un homme parmi les hommes, les pieds nus sur la terre battue, son regard perçant sondant les âmes. Il avait trouvé sa voie, une voie unique et solitaire, celle d'un philosophe qui ne se contentait pas de penser le monde, mais qui invitait chacun à penser sa propre vie. C'était le début d'une révolution silencieuse, une quête de la vérité qui allait, un jour, le mener à sa perte, mais aussi à l'immortalité. Sa détermination était inébranlable, sa conviction profonde. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et il était prêt à payer le prix pour cette conviction. Le soleil athénien, implacable et généreux, continuait de baigner la cité de sa lumière dorée, et les jours s'étiraient, longs et fertiles, sous le signe de l'effervescence. L'année était alors l'an 424 avant notre ère, et l'agora, cœur battant de la démocratie, n'avait jamais été aussi vivante, aussi bruyante, aussi chatoyante de couleurs et de destins entremêlés. Les discussions politiques s'y mêlaient aux transactions commerciales, les rires des enfants aux cris des héros, tandis que l'odeur âcre des épices d'Orient se disputait l'air à sel, plus familière, du poisson grillé et de la poussière soulevée par des milliers de pas. Au milieu de ce tumulte orchestré, Socrate, avec sa démarche particulière, son corps trapu et son visage au trait grossier mais au regard d'une acuité insondable, avait tissé sa toile. Il n'était plus seulement un citoyen parmi d'autres. Il devenait un point de ralliement, une énigme ambulante, un aimant pour les esprits curieux. Le cercle autour de lui, d'abord informel et fluctuant, commençait à prendre forme, à se densifier. Les jeunes hommes, avides de savoir, de sens, et parfois simplement de nouveautés, se pressaient à ses côtés. Ils venaient de toutes les couches de la société athénienne, mais une constante les unissait, une soif insatiable de comprendre, de percer les voiles des apparences. Parmi eux, deux figures se distinguaient, non seulement par leur assiduité, mais aussi par la profondeur de leur engagement. Platon, jeune homme d'une beauté et d'une intelligence rare, issu d'une lignée noble dont les racines plongeaient dans l'histoire même d'Athènes, le suivait avec une ferveur presque religieuse. Ses yeux, souvent rêveurs, s'allumaient d'une flamme nouvelle à chaque question posée par Socrate, à chaque contradiction révélée. Il était arrivé là, initialement, par curiosité, attiré par la réputation grandissante de cet homme étrange qui ne vendait pas son savoir, ne le monnayait pas comme les sophistes, mais le partageait, le construisait avec ses interlocuteurs. Platon avait été élevé dans l'art de la rhétorique, de la politique, destiné à une carrière brillante.
Mais la rencontre avec Socrate avait été un choc, une révélation. Il avait découvert une voie plus exigeante, plus pure, une quête de la vérité qui ne se souciait pas des honneurs ou des richesses. Il le regardait, souvent silencieux, absorbant chaque mot, chaque geste, chaque inflexion de voix, comme une éponge assoiffée. Son esprit, déjà aiguisé par une éducation d'élite, trouvait dans la maïeutique socratique un terrain de jeu sans fin, une méthode pour ordonner le chaos des idées et des opinions. Il sentait en lui le désir ardent de fixer par l'écriture ce qui était si éphémère dans la parole, de graver dans le marbre de l'intellect les dialogues qui se déroulaient sous ses yeux, pour l'éternité. À ses côtés, Xénophon, d'une nature plus pragmatique, plus ancrée dans la réalité du monde, offrait un contraste saisissant. Lui aussi noble, mais avec une inclinaison plus martiale, plus tournée vers l'action et l'histoire. Il était fasciné par la discipline mentale de Socrate, par sa capacité à rester calme et rationnel même face aux esprits les plus échauffés. Xénophon ne cherchait pas tant les abstractions métaphysiques que les leçons de vie, les principes de vertu applicables à la conduite d'un homme, d'une armée, d'une cité. Il notait mentalement, avec la précision d'un futur historien, les arguments, les exemples, les conseils implicites. Il admirait le courage physique de Socrate, dont il avait été témoin sur les champs de bataille, et reconnaissait la même force d'âme dans ses joutes oratoires. Pour Xénophon, Socrate n'était pas seulement un philosophe. Il était un modèle de citoyen, un homme intègre et juste, dont la vie elle-même était une leçon. Socrate les observait, ces jeunes hommes, avec une tendresse mêlée d'une légère inquiétude. Il voyait leur potentiel, leur soif, mais aussi la fragilité de leurs certitudes, la vulnérabilité de leurs esprits face aux sirènes de la gloire et du pouvoir. Il les interrogeait sans relâche, les poussant à définir ce qu'ils croyaient savoir, à examiner les fondements de leurs opinions. Qu'est-ce que la justice, Platon? Est-ce simplement l'intérêt du plus fort, comme le disent certains sophistes? Et toi, Xénophon, qu'est-ce qu'un bon chef, si ce n'est celui qui sait ce qui est juste pour ses hommes? Les questions résonnaient dans l'air tiède, provoquant des silences pensifs, des froncements de sourcils, puis des tentatives hésitantes de réponse, souvent aussitôt démontées par une nouvelle interrogation socratique, plus incisive encore. Mais cette vie publique, cette quête incessante de la vérité au milieu de la cité, contrastait vivement avec le sanctuaire, parfois tumultueux, de son foyer. C'est là que l'attendait Xanthippe, son épouse, une femme dont le nom allait devenir, pour la postérité, synonyme d'un tempérament difficile. La maison d'Alopès, modeste et simple, était le théâtre de scènes que les disciples, souvent, ne faisaient qu'apercevoir, ou dont ils entendaient les échos. Xanthippe, les mains rougies par le travail domestique, le front souvent plissé par le souci, était la gardienne des réalités terrestres. Tandis que Socrate parcourait l'agora, les pieds nus, absorbé par ses questions abstraites sur la vertu et la justice, c'était elle qui veillait à ce que la marmite ne soit pas vide, que les enfants soient nourris, vêtus, éduqués. Elle ne comprenait pas toujours cette obsession de son mari pour des discussions qui ne rapportaient ni au bol, ni honneur. Ces éclats de voix, ces récriminations, perçaient parfois le calme philosophique de Socrate comme des flèches acérées. Un soir, alors que Socrate rentrait tard, son esprit encore vibrant d'un débat passionnant sur la nature de la beauté avec un jeune sculpteur, il trouva Xanthippe devant la porte, les bras croisés, le visage enflammé par une colère contenue. L'odeur du pain rassis et d'un ragoût trop cuit flottait dans l'air lourd de l'été athénien. « Socrate !» s'écria-t-elle, sa voix claquant comme un fouet. « Où étais-tu encore ? Les enfants ont faim, et tu passes tes journées à discuter de futilités avec des jeunes hommes qui n'ont rien d'autre à faire que de perdre leur temps. Tu crois que les dieux vont nous nourrir avec tes questions sur le bien et le juste ?» Socrate la regarda avec un calme imperturbable, ses yeux sombres reflétant une sorte de patience infinie. Un léger sourire effleura ses lèvres épaisses. « Ma chère Xanthippe, répondit-il d'une voix douce et posée, si nous cherchons le bien, ne crois-tu pas que le reste nous sera donné ?» Elle éclata de rire, un rire amer et là. « Le reste nous sera donné ? Mais par qui, Socrate ? Par les dieux qui t'écoutent peut-être, mais qui ne nous envoient pas de pièces d'argent. Regarde nos vêtements, regarde nos enfants. Nous n'avons presque plus rien. Et toi, tu continues à déambuler comme un roi sans couronne, sans souci du lendemain. » Les mots de Xanthippe, bien que souvent acerbes, n'atteignaient jamais vraiment Socrate dans sa détermination profonde. Il les recevait comme le vent reçoit les grains de sable, sans s'y attacher. Il comprenait la source de son irritation, la peur du manque, le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Il savait qu'elle l'aimait, à sa manière, et que ses colères étaient souvent le reflet d'une anxiété qu'il ne pouvait, ou ne voulait, apaiser par des moyens conventionnels. Il était conscient du contraste entre sa vie d'errance intellectuelle et les contraintes matérielles de son foyer. Ce contraste, loin de le décourager, renforçait sa conviction que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la richesse de l'âme. Il considérait Xanthippe, malgré tout, comme une alliée involontaire, une sorte de test divin de sa propre sérénité. Si elle pouvait le mettre en colère, alors sa sagesse n'était pas encore complète. Pourtant, au-delà des soucis domestiques, Athènes continuait de vibrer. L'âge d'or battait son plein, et la cité était un foyer d'innovation non seulement en philosophie,
mais aussi en art, en architecture, en politique. C'était l'époque de Périclès, l'homme d'État charismatique, dont l'éloquence et la vision avaient hissé Athènes à son apogée. Socrate, malgré son apparence rustre et son mépris des conventions, n'était pas étranger aux cercles les plus influents de la cité. Sa réputation, si singulière fut-elle, avait atteint les oreilles des puissants. Il fut ainsi amené à fréquenter le cercle d'Aspasie, la compagne de Périclès, une femme d'une intelligence et d'une éloquence exceptionnelles, dont la réputation sulfureuse n'entamait en rien son influence intellectuelle. Leur rencontre avait souvent lieu dans la maison de Périclès, un lieu où l'art et la pensée se côtoyaient dans une harmonie sophistiquée. L'air y était imprégné de parfums délicats, de l'odeur du vin et des mets raffinés, et les murs résonnaient des voix cultivées des hommes d'État, des poètes, des artistes et des savants. Socrate, avec son humilité affichée et son apparence débraillée, détonnait dans ce décor luxueux. Pourtant, il y était reçu avec un respect curieux, car même les plus éminents reconnaissaient en lui une forme de génie, une originalité qui défiait les catégories. Aspasie, avec son regard vif et son esprit acéré, aimait à débattre avec lui. Elle était une maîtresse de la rhétorique, capable de manier les mots avec une élégance et une précision redoutables. Socrate l'écoutait avec attention, parfois un sourire énigmatique sur les lèvres. Il s'intéressait à l'art de la parole, à la manière dont les mots pouvaient modeler les esprits, influencer les foules. Mais il ne partageait pas l'admiration inconditionnelle des sophistes pour la rhétorique comme fin en soi. Pour lui, la parole n'était qu'un outil, et sa valeur dépendait de la vérité qu'elle servait. Aspasie, dis-moi, demanda-t-il un soir, alors que la lueur des lampes à huile dansait sur les visages, est-ce que la beauté d'un discours en fait sa vérité? Un argument peut-il être faux, même s'il est prononcé avec la plus grande éloquence? Aspasie, un verre de vin à la main, leva un sourcil, amusé. Mais Socrate, l'éloquence n'est-elle pas une forme de persuasion? Et la persuasion n'est-elle pas l'art de faire accepter une idée, qu'elle soit vraie ou non, par la force des mots? Et si cette idée est fausse, Aspasie, que devient la cité si elle est persuadée par le mensonge? Périclès, assis non loin, écoutait attentivement, son visage serein trahissant une profonde réflexion. Il admirait la capacité de Socrate à débusquer les sophismes, à ramener chaque discussion à son essence morale. Il voyait en lui un esprit précieux, même si parfois agaçant par sa persévérance à questionner. Lui, le grand homme d'État, comprenait la puissance des mots pour gouverner, pour inspirer. Mais il était aussi conscient des dangers de la manipulation, des illusions. Socrate, en observant ses maîtres de la parole et de la politique, affinait sa propre méthode. Il voyait comment les hommes, même les plus intelligents, pouvaient se laisser prendre au piège de leurs propres convictions, de leur propre éloquence. Il discernait les tensions sous-jacentes, les ambitions personnelles masquées par les discours grandioses. L'âge d'or d'Athènes était une façade brillante, mais sous cette surface dorée, les fissures commençaient à apparaître. La guerre du Péloponnèse, bien que temporairement en pause, avait laissé des cicatrices profondes, des rancœurs tenaces. Les idéaux démocratiques étaient puissants, mais la tentation de l'oligarchie, de la tyrannie, rôdait toujours dans l'ombre. Socrate était de plus en plus confiant dans sa mission, dans la nécessité de son examen incessant. Il sentait la puissance de sa méthode, la capacité à déconstruire les certitudes illusoires, à faire naître la véritable connaissance de l'ignorance consciente. Mais il était aussi conscient des dangers. Son approche critique, si elle était salutaire pour l'âme individuelle, pouvait être perçue comme subversive pour l'ordre établi. Il voyait l'orgueil intellectuel de certains, leur incapacité à admettre leurs propres limites. Il savait que sa recherche de la vérité, de la vertu, pouvait déranger, irriter, voire menacer ceux qui bâtissaient leur pouvoir sur des opinions non examinées. La tension entre l'idéal philosophique et la réalité politique, entre la quête de la vérité et les exigences de la survie, s'intensifiait autour de lui. Le murmure des critiques, d'abord faible et isolé, commençait à se faire plus audible. Certains le prenaient pour un sophiste, un de ces maîtres de la parole qui enseignait l'art de rendre l'argument le plus faible le plus fort, moyennant finance. D'autres, plus anciens, le voyaient comme un corrupteur de la jeunesse, un homme qui incitait les jeunes à remettre en question les traditions et l'autorité des anciens. Malgré cela, Socrate restait inébranlable. Sa conviction était un roc au milieu des vagues tumultueuses de l'opinion. Il avait trouvé sa voie, et il la suivrait, quelles qu'en soient les conséquences. La voix de son démon, cette voix intérieure qu'il disait entendre, un signe divin qui le retenait de faire le mal, lui murmurait de persévérer. Il était le temps d'Athènes, destiné à piquer les citoyens dans leur paresse intellectuelle, à les réveiller de leur sommeil dogmatique. C'était une tâche ingrate, souvent incomprise, mais qu'il considérait comme essentielle pour la santé de la cité. Les lumières de la maison de Périclès s'éteignaient lentement, les convives se dispersaient dans la nuit athénienne, emportant avec eux les échos des débats. Socrate, lui, rentrait chez lui, vers le silence de sa modeste demeure et les réalités prosaïques de Xanthippe, son esprit déjà tourné vers les questions du lendemain, prêt à affronter de nouveaux esprits, à débusquer de nouvelles illusions, sous le regard indifférent des étoiles. Il était le philosophe au cœur de l'âge d'or, une ombre prophétique annonçant les tempêtes à venir.
Le vent de la satire, souvent mordant, parfois cruel, soufflait avec une force particulière sur Athènes en cette année 423 avant notre ère. La cité, toujours à l'apogée de sa puissance et de son effervescence intellectuelle, était aussi un lieu où la liberté d'expression, poussée à son paroxysme, permettait à l'humour de se muer en arme redoutable. Les Grandes Dionysies, le festival annuel en l'honneur du dieu Dionysos, était un moment privilégié pour cette joute verbale. Pendant plusieurs jours, la vie de la cité s'arrêtait presque, et des milliers de citoyens, hommes libres, femmes et même esclaves, se pressaient dans l'immense théâtre de Dionysos, creusé à même le flanc de l'acropole. L'air y était chargé de l'odeur des sacrifices, du vin nouveau, et de l'excitation palpable de la foule. Les rires, les exclamations, les sifflements fusaient, formant une symphonie chaotique qui précédait l'ouverture de chaque pièce. C'est dans ce contexte que la comédie d'Aristophane, Les Nuées, fut présentée. Aristophane, le maître incontesté de la comédie ancienne, était un observateur aiguisé de son temps, un conservateur dans l'âme qui voyait d'un œil inquiet les bouleversements intellectuels et moraux qui secouaient Athènes. Il détestait les sophistes, ces nouveaux maîtres de rhétorique qui, disait-on, enseignaient à faire triompher le discours le plus faible et qui remettaient en question les valeurs traditionnelles. Et pour lui, Socrate, avec ses questions incessantes et sa manière de déstabiliser les certitudes, apparaissait comme le prototype même de ces nouvelles figures dérangeantes. Socrate, malgré sa modestie, était un homme public. Sa présence était connue et parfois attendue. Le jour de la représentation des nuées, il était là, assis au milieu de la foule, son visage familier mais étrangement impassible, son regard perçant balayant l'assemblée. Platon et Xénophon, parmi d'autres de ses disciples, étaient probablement à ses côtés, sentant déjà l'étrange malaise qui montait dans l'air. L'immense hémicycle, sous le ciel bleu éclatant, résonnait des bruits de la foule. Les masques des acteurs, grotesques et exagérés, permettaient des caricatures saisissantes, rendant les personnages immédiatement reconnaissables. Lorsque le personnage de Socrate apparut sur scène, juché dans un panier suspendu, prétendant observer le soleil et les cieux, un frisson parcourut l'assemblée. Le rire éclata, d'abord timide, puis de plus en plus fort, se propageant comme une traînée de poudre. Le Socrate d'Aristophane était un être ridicule, un pseudo-scientifique qui étudiait les étoiles tout en négligeant les affaires terrestres, un charlatan qui enseignait à son élève, Strepsiade, comment éviter de payer ses dettes en tordant les mots et la logique. Il était présenté comme un athée, niant les dieux traditionnels d'Athènes pour adorer de nouvelles divinités abstraites, les nuées. Il était dépeint comme un maître de l'argumentation fallacieuse, capable de transformer le discours juste en discours injuste par la seule force de la rhétorique. La caricature était brutale, sans nuance. Le Socrate d'Aristophane était un pédant sale et famélique, vivant dans une sorte de pense-voir, une école où l'on apprenait à discuter pour le plaisir de la discussion, où l'on étudiait des choses aussi futiles que la longueur du saut d'une puce. L'acteur qui l'incarnait avait sans doute accentué les traits physiques du vrai Socrate, son nez retroussé, sa démarche chaloupée pour rendre la ressemblance encore plus frappante et le rire encore plus cruel. Socrate, au milieu des rires et des exclamations, resta immobile. Son visage, habituellement si expressif dans le débat, était un masque de pierre. Il écoutait chaque réplique, chaque moquerie, chaque trait d'esprit qu'il visait. Il vit les têtes se tourner vers lui, certains avec amusement, d'autres avec une curiosité malveillante, comme pour vérifier si le modèle correspondait à la caricature. Les rires de la foule montaient et s'abattaient sur lui comme des vagues, mais il ne s'y a pas. Il était le spectateur de sa propre parodie, le témoin silencieux de la déformation publique de sa vie et de sa mission. À ses côtés, Platon sentait la colère monter en lui. Comment osait-on ainsi déformer la vérité, ridiculiser un homme dont la quête était si noble ? Il aurait voulu crier, protester, dénoncer l'injustice. Mais le silence de Socrate était plus assourdissant que n'importe quel cri. Xénophon, lui, observait les réactions de la foule. Il voyait comment le rire, cette arme redoutable, s'insinuait dans les esprits, semant le doute, la méfiance. Il comprenait que cette pièce, bien plus qu'une simple farce, était une attaque insidieuse, une tentative de discréditer Socrate aux yeux du peuple. Ce que la pièce montrait n'était pas le Socrate qui interrogeait sur la vertu et la justice, mais un sophiste sans scrupules, un intellectuel coupé des réalités, un impie. Et pour la grande majorité des Athéniens, qui ne connaissaient Socrate que de loin, ou par ouï-dire, cette image caricaturale allait se graver dans les esprits. La comédie avait le pouvoir de transformer la perception, de créer une réalité alternative, plus facile à digérer que la complexité de la pensée philosophique. Elle donnait un visage à l'inquiétude que suscitaient les nouvelles idées, un bouc émissaire pour les maux de la cité. Au fond de lui, Socrate ne ressentait ni la rage ni l'humiliation que d'autres auraient pu éprouver. Il ressentait une tristesse profonde, une lucidité amère. Il savait que le rire était une arme plus dangereuse que la calomnie directe. Une accusation pouvait être débattue, réfutée. Mais le ridicule s'infiltrait, s'incrustait, devenait une vérité acceptée sans examen. Il comprenait que cette pièce n'était pas seulement dirigée contre lui, mais contre tout ce qu'il représentait, la pensée critique, le doute méthodique, la remise en question des traditions.
Aristophane, à sa manière, était un défenseur de l'ordre ancien, et Socrate en était perçu comme le fossoyeur. La pièce se termina dans un tonnerre d'applaudissements et de rires. La foule se dispersa, emportant avec elle l'image du Socrate ridicule. Socrate se leva, ses genoux craquant légèrement, et commença à se frayer un chemin à travers la foule, sans hâte, sans un mot. Il avait voulu, par sa présence, montrer qu'il n'avait rien à cacher, qu'il était au-dessus de ses attaques. Mais il savait aussi que l'ombre de ce Socrate de théâtre allait désormais le suivre partout, se mêlant à sa véritable image, la déformant, la souillant. Les jours qui suivirent la représentation des nuées furent marqués par un changement subtil mais perceptible dans l'attitude de certains Athéniens envers Socrate. Les regards n'étaient plus seulement curieux ou admiratifs, ils étaient parfois moqueurs, parfois méfiants. Des murmures fusaient sur l'agora. « Tiens, voilà Socrate, celui qui fait des discours injustes. Ou il est toujours en train de regarder le ciel, cet athée. » La réputation, si fragile, était désormais entachée. Les graines de la méfiance et du malentendu, semées par la plume acérée d'Aristophane, commençaient à germer dans l'esprit du peuple. Socrate continuait sa mission inlassablement, arpentant les rues, interrogeant les citoyens, comme si rien ne s'était passé. Il ne cherchait pas à se défendre publiquement contre la caricature, estimant sans doute que la vérité de sa vie et de sa pensée finirait par l'emporter. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose d'irréversible s'était produit. La pièce avait créé un précédent, une image stéréotypée qui allait être difficile à effacer. Elle avait préparé le terrain pour des accusations plus graves, plus formelles. En associant Socrate aux sophistes et à l'impiété, Aristophane avait inconsciemment posé les premiers jalons de son futur procès. L'incident des nuées fut une prise de conscience brutale pour Socrate. Il avait toujours cru que la vérité, exposée par le dialogue et l'examen critique, finirait par convaincre. Mais il découvrait la puissance insidieuse de l'opinion publique, modelée par le rire et la dérision. Il réalisait que son engagement pour la vérité, loin de le protéger, le mettait en porte-à-faux avec une partie croissante de la société athénienne, celle qui craignait le changement, qui s'accrochait aux traditions, et qui voyait dans les nouvelles idées une menace pour l'ordre établi. Malgré cette amertume, sa détermination restait inébranlable. Au contraire, cette épreuve renforça sa conviction que sa mission était plus nécessaire que jamais. Si le rire pouvait aveugler les hommes à la vérité, alors il fallait redoubler d'efforts pour les piquer, les réveiller. Il était le temps d'Athènes, et même si le dard lui valait la haine, il ne pouvait renoncer à sa tâche. La comédie d'Aristophane n'avait pas réussi à l'ébranler dans son fort intérieur, mais elle avait, de manière cruelle et ironique, tracé le chemin de sa tragédie future. La scène du théâtre de Dionysos, ce jour-là, n'était pas seulement le lieu d'une farce, mais le prélude silencieux à un drame bien plus grand, dont Socrate serait l'acteur principal et la victime. Le soleil continuait de briller sur Athènes, mais une ombre, celle de l'incompréhension et de la méfiance, commençait à s'allonger sur le philosophe, annonçant les turbulences à venir. Les années qui suivirent la représentation des nuées furent une période de profonde transformation pour Athènes et pour Socrate. La guerre du Pélopone, les années s'étaient écoulées depuis la farce d'Aristophane, mais l'ombre du Socrate caricaturé planait toujours sur la cité d'Athènes, se mêlant aux murmures d'une inquiétude grandissante. Le rire du théâtre s'était mué en une défiance sourde, une méfiance insidieuse qui rongeait le tissu social. La guerre du Péloponnèse, ce conflit dévastateur qui avait saigné Athènes pendant près de 30 ans, avait enfin pris fin en 404 avant notre ère, mais la paix ramenait avec elle un goût amer, celui de la défaite et de l'humiliation. Sparte, la rivale farouche, avait imposé ses conditions, démantelant les longs murs, réduisant la flotte athénienne à une poignée de navires et, pire encore, installant un régime oligarchique brutal, les 30 tyrans. C'était une période de terreur. Chrysia, l'un des anciens élèves de Socrate, un homme brillant mais rongé par l'ambition et la cruauté, avait été l'une des figures les plus sanguinaires de ce régime éphémère. Son nom était désormais synonyme de proscription, d'exécution sommaire, de confiscations arbitraires. Alcibiade, l'autre élève illustre et controversé, dont le génie militaire s'était souvent mêlé à une arrogance démesurée et à des trahisons successives, avait lui aussi contribué à la tourmente. Bien que Socrate n'eût jamais approuvé leurs actions, ni participé à leurs dérives, le simple fait que ces hommes aient un jour côtoyé le philosophe jetait une ombre funeste sur sa réputation. Aux yeux de nombreux Athéniens, assoiffés de vengeance et de stabilité après le retour de la démocratie, Socrate était devenu, par association, un symbole de cette période sombre, une relique gênante d'un passé que l'on voulait oublier. Le climat politique était lourd, saturé de rancœur. L'agora, jadis lieu de débats exaltants, était désormais traversée par des courants de suspicion. Les citoyens, échaudés par la guerre et la tyrannie, cherchaient des boucs émissaires, des coupables pour leur malheur. La démocratie restaurée, fragile et convalescente, se montrait particulièrement sensible aux voix qui appelaient à la purification, au retour à des valeurs traditionnelles. Socrate, avec son questionnement incessant, son scepticisme affiché envers les savoirs établis, son indifférence aux dieux de la cité tels qu'ils étaient communément adorés, et son influence sur une jeunesse désorientée, devenait une cible idéale.
Pourtant, Socrate continuait d'arpenter les rues d'Athènes avec la même sérénité, le même regard perçant, le même désir inébranlable de sonder les âmes. Il se savait incompris, mal interprété, mais il ne pouvait renoncer à sa mission. La voix de son démon, ce signe divin qui le guidait et le retenait, ne lui avait jamais fait défaut. Il était le temps d'Athènes, et même s'il sentait l'air s'épaissir autour de lui, il ne pouvait cesser de piquer. Il voyait la peur dans les yeux des hommes, la confusion, mais aussi l'orgueil et l'entêtement à s'accrocher à des certitudes illusoires. Il savait qu'il dérangeait, mais il croyait en la nécessité de son dérangement. L'année 399 avant notre ère marqua un tournant. Un matin, alors que le soleil commençait à dorer les colonnes du Parthénon et que les premières volutes de fumée montaient des foyers, 3 hommes se présentèrent aux archontes, portant une accusation formelle contre Socrate. Le premier, Méléto, était un jeune poète, l'âme pleine d'une vanité blessée et d'un zèle fanatique pour les traditions religieuses. Le deuxième, Anito, était un riche tanneur, influent homme politique et un démocrate restauré. Il portait en lui les rancœurs des artisans et des hommes d'affaires qu'il estimait avoir été ridiculisés par Socrate, et craignait l'influence subversive du philosophe sur la jeunesse. Le troisième, Lycon, était un orateur, représentant la corporation des rhéteurs qui se sentaient menacés par la méthode socratique. L'accusation était grave, formulée en termes clairs et redoutables. Socrate est coupable de ne pas reconnaître les dieux de la cité, mais d'introduire de nouvelles divinités. Il est aussi coupable de corrompre la jeunesse. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un frisson parcourut la cité. Les disciples de Socrate furent saisis d'effroi. Platon, le visage pâle, sentit un froid glaçant l'envahir. Xénophon, plus pragmatique, comprit immédiatement la gravité de la situation. Ce n'était pas un simple débat d'idées, c'était une confrontation avec l'État, une menace de mort. Socrate, lui, accueillit la nouvelle avec une calme dignité. Il savait que ce moment viendrait. Il avait toujours vécu comme si chaque jour pouvait être le dernier, chaque discussion la plus importante. Il ne fut ni surpris ni ébranlé. Il se préparait non pas à une défense juridique au sens habituel, mais à une justification de toute une vie. Le procès eut lieu devant l'Héliée, le tribunal populaire d'Athènes, composé d'un jury de 501 citoyens, tirés au sort. L'assemblée était vaste, bruyante, un mélange de curiosité, d'hostilité et d'une certaine appréhension. Le soleil, filtrant par les ouvertures du bâtiment, dessinait des arabesques de lumière sur les visages, tandis que l'air était épais de poussière et de l'odeur âcre des corps entassés. Le silence, quand il se faisait, était lourd, chargé d'une tension palpable. Méléto ouvrit les débats, sa voix jeune et un peu tremblante au début, prenant de l'assurance à mesure qu'il déroulait ses arguments. Il peignait le tableau d'un Socrate impie, un sophiste des temps modernes, qui, par ses questionnements, sapait les fondations mêmes de la religion et des traditions athéniennes. Il accusa Socrate d'enseigner aux jeunes à mépriser leurs parents, à douter des lois, à remettre en question l'autorité. Anito prit la parole ensuite, sa voix plus grave, plus posée, mais non moins venimeuse. Il évoqua les figures de Chrysia et d'Alcibiade, ces hommes qui avaient semé la discorde et la ruine, et qui avaient été les disciples de Socrate. Il sous-entendit que le philosophe était la source de leur perversité, le corrupteur subtil qui avait détourné ces jeunes esprits de la droiture. Lycon, l'orateur, conclut, utilisant toute sa maîtrise de la rhétorique pour enflammer les passions du jury, présentant Socrate comme un danger pour la démocratie elle-même. Puis vint le tour de Socrate. Il ne se présenta pas comme un accusé implorant la pitié, mais comme un homme libre, un citoyen qui avait toujours agi pour le bien de la cité. Sa voix, rauque et familière, résonna dans l'Héliée avec une autorité naturelle, exempte de toute emphase. Il refusa d'employer les artifices oratoires, les larmes, les supplications, les appels à la famille que les accusés utilisaient habituellement. Il parla simplement, directement, avec une logique implacable et une honnêteté désarmante. « Athéniens, commença-t-il, je vous demande de ne pas vous laisser influencer par la manière dont je parle, mais de juger de la vérité de ce que je dis. » Il réfuta les accusations d'impiété, expliquant qu'il croyait en un démon divin, une voix intérieure qui le guidait, et que cela n'était pas une nouvelle divinité, mais une manifestation de la volonté des dieux. Il expliqua sa mission, celle de démasquer l'ignorance, de pousser les hommes à l'examen de soi, à la quête de la vertu. Il rappela l'oracle de Delphes qu'il avait désigné comme le plus sage des hommes, et comment il avait interprété cela non comme une affirmation de son savoir, mais comme la reconnaissance de son ignorance, le point de départ de toute sagesse. « Je suis le temps qu'un Dieu a attaché à la cité, déclara-t-il, sa voix s'emplissant d'une conviction profonde. Je vous pique, je vous excite, je vous persuade, je vous reproche. Si vous me tuez, vous ne trouverez pas facilement un autre homme comme moi. » Il ne cherchait pas à s'excuser, mais à justifier sa vie, son rôle essentiel pour la santé morale et intellectuelle d'Athènes. Il ne flattait pas le jury, il le provoquait, le forçait à regarder en face la vérité de sa propre existence. Platon, assis parmi les disciples, les mains serrées, sentait chaque mot de son maître s'inscrire en lui avec la force d'un commandement. Xénophon, lui, observait les visages des jurés,
cherchant à déchiffrer leurs réactions, conscient que la vie de Socrate se jouait à chaque syllabe. Les accusations de corruption de la jeunesse furent les plus délicates. Socrate admit qu'il attirait de nombreux jeunes hommes, mais il n'y a toute intention malveillante. Il expliqua que ces jeunes, souvent issus de familles aisées, étaient simplement curieux de ces discussions, fascinés par la manière dont il démasquait les prétentions au savoir des hommes réputés sages. Il ne leur enseignait rien, il les aidait à penser par eux-mêmes. Il ne demandait pas d'argent, contrairement aux sophistes. Son seul salaire était la joie de la découverte partagée. Pourtant, le lien avec Chrysia et Alcibiade, même s'il n'était pas directement mentionné dans sa défense, flottait comme un fantôme dans la salle, nourrissant la suspicion. Lorsque Socrate eut fini, un silence lourd retomba sur les liés. La première phase du procès était terminée. Le jury vota. Le verdict fut rendu, coupable. La majorité était étroite, seulement 60 voix de différence, mais suffisante. Un soupir de désespoir parcourut les rangs des disciples. Socrate, lui, resta impassible, son visage reflétant une acceptation sereine. Il avait été condamné, non pour ses actions, mais pour sa pensée, pour sa manière de vivre. Vint ensuite la phase de la peine. Les accusateurs proposèrent la peine de mort. Selon la loi athénienne, l'accusé devait alors proposer une contre-peine. C'était une occasion de faire preuve de contrition, de proposer une amende, un exil, une peine de prison. Mais Socrate, fidèle à lui-même, refusa de reconnaître sa culpabilité. Il affirma qu'il méritait non pas une punition, mais une récompense pour son service à la cité. Il proposa, avec un zeste d'ironie et de défi, d'être nourri gratuitement au Prytanée, l'endroit où étaient honorés les bienfaiteurs d'Athènes. Cette proposition, perçue par beaucoup comme de l'arrogance et de la provocation, scella son destin. Le jury, irrité, vota une seconde fois. La sentence fut sans appel, la mort. La majorité fut cette fois écrasante. Un cri de douleur s'échappa de la gorge de Xanthippe, qui, malgré ses récriminations passées, était présente, anéantie par la perspective de la perte de son mari. Les disciples étaient dévastés. Criton, l'ami fidèle, sentit son cœur se serrer d'une douleur insupportable. Mais Socrate, lui, restait calme. Il se tourna vers le jury et prononça ces mots, qui résonnèrent comme un adieu prophétique. « Le moment est venu de nous séparer, moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous deux a le meilleur sort, nul ne le sait, sinon le Dieu. » L'exécution n'eut pas lieu immédiatement. Une tradition athénienne voulait qu'aucune exécution ne pût avoir lieu tant que le navire sacré envoyé à Délos pour commémorer la victoire de Thésée sur le Minotaure n'était pas revenu. Ce délai, qui dura près d'un mois, fut une période d'intense angoisse pour les disciples et les amis de Socrate, mais pour lui, ce fut une occasion de derniers enseignements. Dans la prison d'État, une bâtisse austère et froide, dont l'humidité suintait des murs de pierre, Socrate reçut ses amis. Le silence y était lourd, rompu seulement par le bruit des pas des gardes et le sanglot occasionnel d'un visiteur. L'odeur de la pierre mouillée se mêlait à celle, plus âcre, de la peur et de la résignation. La lumière du jour peinait à pénétrer par la petite ouverture grillagée, dessinant des ombres lugubres sur le sol. Criton, son ami le plus cher et le plus dévoué, vint le voir un matin, son visage ravagé par l'insomnie et le désespoir. Il avait préparé un plan d'évasion. L'argent était là, les gardes corrompus, le chemin vers l'exil tracé. « Socrate, mon cher ami, supplia Criton, sa voix brisée par l'émotion, tu ne peux pas rester ici et mourir. Pense à tes enfants, à ta mission, à nous, tes amis qui seront privés de toi. La cité te fait une injustice flagrante. En t'évadant, tu ne ferais que corriger cette injustice. » Socrate écouta son ami avec une patience infinie, un léger sourire aux lèvres. Il était assis sur sa paillasse, les pieds nus, comme toujours, ses mains croisées sur son ventre. « Mon cher Criton, répondit-il d'une voix calme et mesurée, est-ce que nous devons nous soucier de l'opinion de la foule ou de la vérité? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si elle est achetée au prix de l'injustice ?» Il expliqua que, ayant vécu toute sa vie sous les lois d'Athènes, il avait tacitement accepté le contrat social. En s'évadant, il violerait ces lois, non seulement celles qu'il avait condamnées, mais toutes les lois, sapant ainsi l'ordre même de la cité. Il ne pouvait pas prêcher la vertu et l'intégrité toute sa vie, pour ensuite renier ses principes au moment crucial. Le mal que je ferais en m'évadant serait plus grand que le mal que la cité me fait en me condamnant, affirma-t-il, son regard profond balayant les visages de ses amis, cherchant la compréhension, non l'approbation. Je ne peux pas, mon cher Criton, vivre dans le déshonneur, même si cela me coûtait la vie. Ces paroles furent un coup de massue pour Criton, mais elles portaient en elles la force inébranlable d'une conviction absolue. Le jour funeste arriva enfin. Le navire sacré était de retour. Le soleil se leva sur Athènes avec une clarté impitoyable, annonçant la fin. Dans la prison, les disciples s'étaient rassemblés pour la dernière fois autour de leur maître. Platon, bien que présent dans l'esprit, fut trop malade ce jour-là pour assister à la scène, un fait qu'il vantera toute sa vie. Mais Xénophon était là, observant, enregistrant chaque détail. Xanthippe, les yeux rougis par les larmes, étreignit ses enfants une dernière fois avant d'être emmené, ses sanglots déchirant le silence de la cellule.
Socrate la calma avec une tendresse inattendue, lui assurant qu'elle et les enfants seraient pris en charge par ses amis. Le geôlier, un homme simple qui avait appris à respecter le philosophe, entra, portant la coupe de ciguë. Ses yeux étaient emplis de tristesse. « Socrate, dit-il d'une voix étranglée, je sais que tu es le plus noble, le plus doux et le meilleur des hommes qui soient jamais venus ici. Je sais que tu ne m'en veux pas. Adieu. » Et il éclata en sanglots. Socrate le regarda avec compassion. « Adieu à toi aussi, mon ami, répondit-il. » Il prit la coupe, son geste était ferme, sans la moindre hésitation. Les disciples, les larmes coulant sur leurs joues, ne purent retenir leurs cris de douleur. Socrate les réprimanda doucement. « Que faites-vous, mes amis ? J'ai envoyé les femmes pour qu'elles ne fassent pas de telles scènes, car j'ai entendu dire qu'il faut mourir en silence. » Il but le poison d'un seul trait, comme s'il s'agissait d'un vin quelconque. Il marcha un peu, comme le geôlier lui avait recommandé, pour que le poison se diffuse mieux. Puis, sentant ses jambes s'alourdir, il s'allongea sur la paillasse. Le froid commença à monter de ses pieds, engourdissant ses membres un à un. Il continua à parler avec ses disciples, abordant la nature de l'âme, l'immortalité, la philosophie comme préparation à la mort. Le dialogue était doux, serein, presque joyeux, comme si la mort n'était qu'une étape naturelle, une libération. C'est un grand avantage, expliqua-t-il, de mourir après avoir passé sa vie à philosopher, car on peut espérer que, dans l'autre monde, on trouvera les dieux les plus justes et les hommes les plus sages. Ces paroles étaient une dernière leçon, un ultime acte de maïeutique, accouchant ses amis de la peur de la mort. Le froid atteignit son cœur. Il tira son voile sur son visage. Puis, d'une voix à peine audible, ces dernières paroles résonnèrent dans le silence de la cellule. « Criton, nous devons un coq à Asclépios. N'oublie pas de le payer. » Un dernier geste de piété envers le dieu de la médecine, comme si la mort était une guérison, une libération de la maladie de la vie. Un frisson parcourut la pièce. La respiration de Socrate s'arrêta. Son corps se raidit. Il était parti. Les disciples, brisés, se mirent à pleurer sans retenue. La lumière du jour, qui s'était affaiblie, sembla se retirer complètement de la cellule. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. La mort de Socrate ne fut pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère pour la philosophie. Ses disciples furent dispersés, certains s'exilant, d'autres se cachant, craignant pour leur propre vie dans le climat de suspicion qui régnait à Athènes. Mais ils emportaient avec eux le feu sacré de son enseignement, la méthode socratique, la quête incessante de la vérité. Platon, profondément marqué par la mort de son maître, se consacra à la tâche monumentale de préserver et de développer la pensée de Socrate. Ces dialogues, écrits avec une beauté littéraire inégalée, firent revivre Socrate, non pas comme un personnage historique figé, mais comme une voix vivante, un esprit toujours en quête. Par Platon, Socrate devint l'incarnation de la philosophie elle-même, le symbole de l'intellect qui ose questionner, même au péril de sa vie. Le personnage de Socrate, dans les œuvres de Platon, est le héros de la raison, le martyr de la vérité, celui qui, par sa mort, a démontré la supériorité de l'âme sur le corps, des principes sur la survie. Xénophon, avec son sens de l'histoire et du témoignage, écrivit les mémorables et l'apostrophe apologie de Socrate, offrant un portrait plus terre à terre, mais tout aussi puissant, du philosophe. Il le dépeignit comme un homme vertueux, un citoyen exemplaire, dont la vie était une leçon de sagesse pratique. Il chercha à réhabiliter Socrate, à montrer qu'il n'était pas l'impie ou le corrupteur que ses accusateurs avaient dépeint, mais un homme pieux et un éducateur moral. Le temps passa. Athènes, dans un geste de remords tardif, finit par reconnaître l'injustice de sa condamnation. Méléto fut exécuté, et Anito et Lycon furent exilés. Des statues furent érigées en l'honneur de Socrate, et son nom, jadis couvert d'opprobre, fut lavé de toute accusation. Mais la cicatrice demeura. La mort de Socrate devint le mythe fondateur de la philosophie occidentale. Elle posa la question fondamentale du rapport entre le philosophe et la cité, entre la quête individuelle de la vérité et les exigences de l'ordre social. Elle inspira des générations de penseurs, forçant chacun à se demander « Qu'est-ce que vivre bien ? Qu'est-ce que mourir bien ?» Le souvenir de Socrate, le temps d'Athènes, ne s'éteignit jamais. Ces questions continuèrent de piquer les esprits, de stimuler la pensée, de pousser les hommes à l'examen de soi. Son sacrifice ne fut pas vain. Il prouva que la vérité et l'intégrité valaient plus que la vie elle-même, et que la mort, acceptée avec courage et dignité, pouvait être la plus grande des victoires. Le soleil continua de se lever sur Athènes, éclairant les temples et les maisons, mais dans l'ombre de l'acropole, l'héritage de Socrate, gravé non pas dans la pierre mais dans l'esprit des hommes, brillait d'une lumière éternelle, défiant les siècles et les empires, un témoignage silencieux et puissant de la force de la pensée humaine.